C'était ça le pourquoi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est le 4 septembre 2013 que le président Ibrahim Boubacar Keïta a prêté serment comme troisième président élu de la Troisième République. Le Mali d'abord était le slogan de sa campagne pour cette présidentielle qui le verra crédité de plus de 77% des suffrages exprimés. L'heure n'est peut-être pas encore au bilan, mais un regard s'impose, un regard croisé entre les soutiens du projet présidentiel et ceux qui ont décidé de le contrôler et même de le critiquer. Trois thématiques seront donc au centre de cette émission de 60 minutes. La paix, la sécurité, l'économie, la gouvernance et la santé, l'éducation. Autour donc du plateau, deux invités. Tout d'abord, M. Souleymane Tchefolo Kone. Il est le premier vice-président des FAR, Force des alternatives pour l'émergence, FAR Ankaouli, donc premier vice-président des FAR Ankaouli, représentant également l'opposition autour de ce plateau. Monsieur Kone, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes titulaire d'un DEA en droit public et d'un autre en droit économique. Vous êtes conseiller des affaires étrangères. Vous avez été ambassadeur donc et longtemps conseiller technique. Aujourd'hui, vous êtes, je le rappelle, premier vice-président des FAR et représentant sur ce plateau l'opposition politique. Déjà une question, comment est-ce que se porte l'opposition? Elle va très bien, l'opposition va très bien. Elle s'apprête à l'alternance en 2018. Je peux vous l'assurer. Okay. Deuxième invité de l'émission, Dr Ibrahim Boubacar Ba. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes donc titulaire d'un doctorat d'État en sciences économiques. Vous avez été directeur de cabinet au ministère de l'économie et des finances, président du conseil d'administration de la Banque centrale du Mali, directeur général de la BDM, directeur général de la dette publique, conseiller résident de la Banque mondiale au Mali. Vous avez également été ambassadeur du Mali à Bruxelles et auprès de l'Union européenne, commissaire en charge des politiques macroéconomiques, de la recherche de la CEDEAO. Aujourd'hui, vous êtes conseiller spécial du président de la République, président de l'UMRDA Faso Odjigui et représentant sur ce plateau la convention de la majorité présidentielle. Comment est-ce que la CMP, elle aussi, se porte, docteur? Bien, la CMP reste très substantielle. Bien entendu, nous sommes à la veille, peut-être à la veille des élections. À la veille, je dis, dans quelques mois, il y aura les élections. Il y a aussi des moments où, avec cette crise qu'on a vue par rapport au référendum, il y a sûrement quelques fissures, mais nous ferons le point de la situation. Ce qui est sûr, c'est que actuellement, la CMP a un poids électoral évident et il a mesure de gagner des élections. Monsieur Kone parle d'alternance en 2018. Vous aussi, vous parlez de victoire en 2018. On le saura. Mais on va entrer vraiment dans le vif du sujet puisqu'on n'a que 60 minutes pour débattre de ces thématiques. La première, justement, paix et sécurité. On se retourne vers vous, docteur. On avait pensé que le retour de la paix et de la sécurité, l'on se rappelle, c'était l'un des sujets favoris du président Ibrahim Boubacar Keïta, sinon du candidat Ibrahim Boubacar Keïta, le retour de la paix et de la sécurité. Aujourd'hui, 4 ans après, est-ce que vous pensez que cet objectif-là a été atteint? Bien, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut quand même partir de la situation au départ. Parce que
le président Ibrahim Boubacar Keïta, en venant à la magistrature suprême en 2013, eh bien, n'a pas trouvé une situation reluisante. Au double plan, il y avait une crise politique, institutionnelle et sécuritaire. Et deuxièmement, il y avait une situation de dépression économique et de récession avec un taux de croissance négatif. Donc il a trouvé quand même une situation, tant au plan sécuritaire qu'en matière de développement, une situation qui n'est pas facile. C'est ce tableau à partir duquel il est parti. Donc lorsqu'on doit faire une appréciation en ce qui concerne les problèmes de sécurité, comme en ce qui concerne les problèmes de développement, c'est pourquoi j'ai failli dire qu'il n'a pas un défi, il a deux défis. Il est parti avec le défi sécuritaire et le défi du développement. C'est à l'aune de tout cela qu'il faut faire une appréciation. Maintenant, de manière plus précise par rapport à la question que vous avez posée concernant l'état des lieux pour les questions sécuritaires, je pense qu'on va aller progressivement pour maîtriser cet état des lieux parce qu'on ne peut pas parler des questions sécuritaires en dehors de l'accord et de sa mise en œuvre, l'accord pour la paix, la sécurité au Mali, issu du processus d'Alger. On ne peut pas parler aussi de l'évolution sans dire tout ce qui a pu être fait par rapport aux forces de défense et de sécurité. Donc progressivement, vous saurez un peu la conclusion que je tire par rapport à la réussite. Je dirais qu'elle n'est pas totale par rapport aux questions sécuritaires, loin s'en faut, parce qu'il y a quand même eu l'aggravation de la situation à travers les régions du centre, et le sud aussi est gagné, mais des efforts très appréciables sont développés et quelques résultats sont obtenus et qui nous rendent optimistes. Oui, M. Koné, sur cette question. Merci, M. Tangara. Avant de me prononcer sur cette question, je voudrais d'abord remercier votre télévision. En 4 ans d'exercice du pouvoir par la majorité actuelle, nous nous rendons compte qu'il n'y a eu aucun débat substantiel à la télévision nationale du Mali, l'ORTM. Et vous êtes les seuls à pouvoir organiser ce genre de débat. Personnellement, j'avais décidé de ne pas discuter, débattre avec quelqu'un de la majorité tant que ce n'est pas en direct sur l'ORTM. Parce que j'estime que dans une démocratie, dans un pays comme le Mali, au niveau où nous avons été, qu'on refuse systématiquement le débat sur la télévision publique est un scandale en soi. Je vous en remercie. Pour revenir à votre question, je pense que les seules avancées que nous voyons aujourd'hui dans le processus de paix, ce sont les cessez-le-feu successifs entre la CEMA et la plateforme. Autrement dit, nous sommes absolument en panne dans le processus de paix. On nous parlait tantôt de l'accord de paix. Cet accord de paix, le Mali y a été absent dès les négociations. C'est un accord de paix qui est tombé sur le Mali. Le Mali n'y a pas été impliqué. Les forces vives du Mali n'ont pas été impliquées. Et cet accord de paix nous sert aujourd'hui comme une camisole de force. Et ce qui fait qu'il est en panne. Il n'arrive pas à avancer, premièrement. Et deuxièmement, nous manquons nous-mêmes, Maliens, de leadership avéré par rapport à la conduite de cet accord de paix. Et cela s'exprime même par le fait que vous verrez sur le plan architectural de la paix au niveau national. Il n'y a jamais eu une structure crédible, pérenne, qui pouvait donner espoir que le Mali maîtrise le processus qui va vers la paix. C'est un processus qui nous est dicté. Tout comme l'accord nous a été dicté, aujourd'hui le processus nous est dicté. Et je voudrais dire cela. Tant qu'on n'avance pas, on régresse. Dans l'incapacité à conduire l'accord de paix au nord, nous nous sommes retrouvés progressivement aujourd'hui à ce que la situation au centre du pays s'embrase
et qui se situe en dehors de l'accord de paix qui a été signé en Algérie. D'accord. Docteur Ba, M. Koné pense qu'on régresse sur ce volet-là. Bien, évidemment, c'est son opinion, c'est une vision, et c'est une vision de l'opposition. Donc, ce que je peux dire, effectivement, si on veut analyser le problème objectivement, on ne peut pas contester que la situation est difficile et les questions sécuritaires sont importantes et s'élargissent. Ceci étant, ce qui est réellement fait, d'abord, il faut considérer que cet accord est le produit aussi de rapports de force dans une situation donnée. Au moment où l'accord se signait, il faut absolument vérifier la situation où nous étions au point de vue militaire, au point de vue sécuritaire. Lorsque vous négociez, les rapports de force sont tenus en compte. Donc, effectivement, on a signé un accord on peut penser ce qu'on veut de cet accord, mais c'est un outil qui nous permet d'évoluer, Et précisément, c'est un outil aussi avec... il dit que c'est une camisole de force. Je crois que ce n'est pas une camisole de force, c'est une négociation qui a été tout à fait laborieuse, avec aussi l'aide non seulement des Maliens, mais aussi avec la CEDEAO, avec beaucoup de partenaires africains, l'Union africaine, et puis s'ajoutent après les autres. Donc c'est une négociation assez laborieuse qui est arrivée à un résultat. On peut penser ce qu'on veut, mais je pense que c'est un outil qui peut nous permettre d'avancer. D'accord. Donc c'est loin d'être une camisole de force. Ok. Monsieur Koné, si on contextualise, les deux sont en train de parler de Kidal, si on essaie de contextualiser Kidal par rapport à cette émission, par rapport à l'objet de cette émission, les 4 ans du président Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir, c'est vrai que quand il est arrivé en 2013, le Mali était présent à Kidal, les élections ont été organisées à Kidal. Un moment, le Mali y a été absent pendant à peu près 2 ans. Mais aujourd'hui, le Mali retourne à Kidal. Est-ce que vous, M. Koné, vous pensez que ces derniers développements, le retour de l'administration à Kidal, ne peut pas augurer d'un heureux dénouement par rapport à cette crise-là? Oui, je voulais donner une précision. La première précision, c'est de dire, quand on dit « je connais l'opposition », l'opposition n'est pas systématiquement... L'opposition n'est pas systématique. Vous savez, j'aurais pu dire, je connais la majorité qui veut tout justifier, y compris l'absurde. Donc, je ne suis pas là pour ce genre de débat. Je suis là pour développer des arguments. Je pense qu'on peut faire économie de ce genre de débat, de démarche dans le débat, si nous voulons être constructifs. Et ce que je voulais dire, Kidal est le symbole de notre échec, de l'échec actuel du gouvernement en place, du pouvoir en place. Vous l'avez bien souligné. L'accord de Ouagadougou avait donné au Mali un certain nombre d'ouvertures, la présence à Kidal. Mais dès l'arrivée au pouvoir, puisque c'est de cela qu'il s'agit, le président Ibeka a totalement, absolument ignoré l'accord de Ouagadougou. Il s'y est déplacé. Il a même eu l'idée de l'avouer. Je me rends compte encore, je me rappelle, une de ses rencontres avec le président du Faso à l'époque, Blaise Compaoré, où il avait dit lui-même publiquement, j'étais contre l'accord de Kidal, l'accord de Ouagadougou. Et dans les faits, il a ignoré. C'est ce qui fait que nous avons perdu toutes nos positions. Du fait que si l'accord de Ouagadougou avait été traduit dans les faits, les cantonnements, les désarmements auraient pu avoir lieu rapidement. Et quand on me parle de rapports de force, les rapports de force, mais si nous sommes allés aux négociations sans rapport de force, c'est parce que un premier ministre de ce gouvernement, de ce pouvoir, a contre tout bon sens, je le dis tout bon sens, a été pour créer des conditions alors qu'il y avait nécessité de travailler non seulement à sa venue dans des conditions ordonnées, les témoignages sont là, mais d'éviter que nous connaissions les débâcles militaires qu'on a connus et la faiblesse structurelle que nous avons connue par rapport à Kidal. Et Kidal aujourd'hui,
c'est le kyste, effectivement, de l'application dans cet accord-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y avait aucune vision derrière la gestion de la paix. Il n'y avait aucun cap fixé pour les négociations. À l'époque, nous, de l'opposition, nous avions clairement dit au président de la République, en allant à ces négociations, il était de bon ton que le Mali se rassemble, que nous discutions sur un certain nombre de principes acceptables pour le pays ou des principes qui peuvent être différés pour demain. D'accord. Mais nous nous sommes entendus dire, oui, on est dans un régime de représentation. Lorsque quelqu'un est élu, c'est lui qui doit conduire les politiques. Laissez-nous partir. Et tout a été fait au pied levé. Tout a été fait de façon, à la limite, informelle, qui a conduit justement à l'accord que nous connaissons. D'accord. Qu'on me dise, est-ce qu'au cours de l'accord, il n'y a jamais eu un face-à-face entre la délégation gouvernementale du Mali et ceux qui étaient en face? Okay. Jamais. D'accord. D'accord. On aura le temps. Et vous voyez dans ce cas-là que Kidal, comme vous le dites, jusqu'à présent, non, vous venez de me parler de la présence de l'administration. Ouais. Non. Je pense que dans ce pays, nous devons être sérieux entre nous. Voilà un gouverneur qui est allé seul, logé chez son ami pendant 3 jours et retourné à Gao. Il n'est nulle part. L'administration malienne n'est nulle part à Kidal. D'accord. C'est ça la vérité. Il faut dire ça aux Maliens. D'accord. C'est un regard croisé, donc on va permettre aussi à Dr Ba de se prononcer sur cette question. Monsieur Koné pense que le retour du gouverneur à Kidal peut-être ne pourrait pas constituer comme un actif de ces 4 ans du président Ibeka au pouvoir. D'accord, mais je vais revenir sur sa première remarque. Jeune frère, moi, quand je dis opposition, en réalité, je te chatouille un peu. Moi, je n'ai aucun problème avec l'opposition. Je rencontre l'opposition. Donc, ce que je vais simplement dire, que vous êtes dans votre rôle, c'est tout. Ce n'est pas du tout une manière de chose. Donc, il faut le prendre comme tel. Il n'y a pas de problème particulier. On peut continuer par rapport aux discussions. Ce que il a dit Kidal, ça n'a pas de sens. Bon, effectivement, on ne peut pas dire que la venue du gouverneur, présence du gouverneur représente le retour de la paix. La venue du gouverneur est un pas important quand on savait toutes les résistances qui ont eu lieu. Et le drame dont il a parlé lui-même, la situation qui s'est passée, tout ceci montre qu'il y avait beaucoup de résistance. Et lorsqu'on a le gouverneur ici qui est en place, c'est un pas. Et il faut dire avant ce pas-là qu'il y avait d'autres pas quand même qui avaient été déjà franchis. Il y avait les autorités intérimaires à Kidal, à Gao et à Tombouctou. Il y a les MOC actuellement à Gao et à Kidal. Donc, il y a quand même des progrès qui se font. Parfois, il y a des avancées, il y a des reculs. Comme il y a eu les problèmes entre les deux entités, ça arrive. Mais nous pensons qu'actuellement, nous allons vers la bonne direction et que cette présence-là est un pas très important qui va entraîner d'autres pas. C'est ce que je voulais vous dire. D'accord. Donc, Kidal est dans le territoire du Mali. Quand le Premier ministre a été à Kidal, que les choses n'aient pas marché, c'est un constat. Mais Kidal est quand même un territoire malien. Oui. Par rapport à la paix, à supposer que le retour de l'administration du gouverneur à Kidal soit un actif, mais on est en train de voir un nouveau phénomène, c'est l'insécurité au niveau du centre, au niveau de Mopti également, et tout ça, peut-être ça peut impacter négativement ces 4 ans-là, parce que c'était pas vraiment à une proportion aussi élevée comme celle qu'on assiste présentement, l'insécurité au niveau du centre du pays. À l'heure du bilan, docteur, ça pourrait être très pesé. Bon, c'est vrai, effectivement, ce que vous dites, l'insécurité s'est étendue au centre. Et quelquefois, il arrive qu'il soit aussi au sud. Bon, si vous regardez aussi que dans cette géographie actuelle, c'est aussi le cas de beaucoup de nos voisins, le Burkina Faso. C'est en fait la même sphère. Par exemple, les problèmes du centre peuvent être reliés aussi à ce qu'on connaît au Burkina Faso. Donc je dis qu'il y a effectivement des va-et-vient, il y a une aggravation, mais d'un autre côté, il n'y a plus de belligérance. Il faut quand même savoir que nous étions quand même le Mali contre les groupes armés. Au moins avec la signature de l'accord, cette question n'existe pas.
ça aussi, c'est une question quand même qui réduit un peu les risques. Et il faut aussi prendre les différentes, par exemple, par rapport au renforcement de la sécurité, il y a actuellement vraiment des équipes de la sécurité qui s'occupent de la région, des deux régions, de la région de Gao et des régions de Mopti, des régions du centre, disons, parce qu'il y a Mopti, il y a aussi Ségou. Ouais. Donc le gouvernement fait d'énormes efforts pour renforcer la sécurité actuellement tout ce qui est fait et quand même va dans le sens de l'amélioration de la situation au centre. Ok. Monsieur Kone, sur cette question-là. Oui, elle dit beaucoup de choses que j'ai du mal à voir le fil. D'abord, il parle de la fin des belligérances. Vous savez, croyez-moi, j'étais quand même ambassadeur du Mali en Mauritanie. Je connais un peu la structure de ces forces. Oui, officiellement, quand vous prenez tel ou tel groupe, on a l'impression qu'on a cessé la belligérance. Mais dans les faits, la nuit, on est autre chose. Le jour, on est autre chose. La belligérance se traduit dans un autre secteur qui est aujourd'hui, et c'est qu'on n'est jamais arrivé à faire le point entre ce qui relève de la rébellion et ce qui relève du terrorisme. Nous sommes quand même des Maliens. Nous n'allons pas faire la politique de l'Autriche. Il nous faut dire les choses très clairement. Que les groupes armés disent clairement qu'ils renoncent absolument à tout soutien aux groupes terroristes. À ce jour, cela n'a jamais été fait. C'est une demande constante des Nations Unies, c'est une demande constante de la population, mais cette clarification n'est jamais arrivée. Il faut que cela se fasse. La notion de belligérance, je parle à un ambassadeur, à quelqu'un qui a eu une expérience assez fournie de la vie publique. C'est le Mali qui a accepté d'abord de mettre la notion de belligérance dans un papier, dans un document officiel qui engage des groupes internes. Nous refusons la notion de belligérance, elle est fonction quand il s'agit de deux entités autonomes. Entre deux États, il y a la belligérance. Il n'y a pas de belligérance entre un État et des groupes armés en rébellion. Ça, c'est une première faute politique au Mali. Cette notion de belligérance n'aurait jamais dû être acceptée dans un document officiel. C'est parce que nous n'avons pas participé à la négociation que nous avons signé ce document avec la notion de belligérance, notamment la feuille de route. D'accord. Non, je reviens. Okay. Je reviens sur ça parce qu'il est important. Quand je veux savoir, le MOC n'est pas à Kidal. Mais il est prêt. Il n'est pas à Kidal. Il est prêt. Le MOC, il est à Gao et nous savons ce qu'il est devenu après l'attentat. Il n'est pas opérationnel. Donc, ces structures dont qu'on annonce chaque fois, n'ont aucune réalité sur le terrain. C'est des structures creuses qui ne répondent absolument à rien sur le terrain, qui n'ont aucune opérationnalité, donc qui ne présagent demain d'aucune efficacité sur le terrain. Donc, on ne peut pas, à ce jour, prendre l'existence sur le papier d'un MOC à Gao pour dire qu'il en a à Kidal, qu'il est prêt. Il n'est pas prêt. Parce que récemment, lorsque les deux entités, notamment la SEMA et la plateforme, se sont affrontées, la question c'était quoi? C'était de dire que, du point de vue de la SEMA, la plateforme ne devait pas faire partie de ce MOC. Okay. Et de ce point de vue, Kidal, le problème du Kidal reste entier. Et je voudrais qu'on insiste sur ça. Que ce n'est pas la balade, excusez-moi du terme, d'un gouverneur qui est venu seul, tout seul, pas de bureau, il n'y a même pas d'infrastructure d'accueil, et qui a passé 3 nuits et qui est retourné, qu'on dise que l'État du Mali est à Kidal. D'accord. C'est absolument pas vrai. Docteur Bob voulait réagir à ça avant qu'on ne continue avec le reste des questions. Je suis frappé par ça, la manière dont il négativise toutes les choses. Vous avez dit quelque chose qui est juste. Il peut y avoir effectivement de l'osmose des gens, effectivement, qu'on dit il n'y a pas de combat direct entre les groupes armés et le Mali. C'est vrai, ça a cessé.
Ça a permis quand même de réduire les accidents, les morts. Mais il y a effectivement cette osmose qui est possible. Mais ça, ceci, c'est des éléments qu'il faut avoir, des éléments de preuve, hein, pour faire des affirmations de ce genre-là. Il faut avoir des éléments de preuve. Vous pouvez continuer. Ok. Monsieur Koné, pour avancer dans le débat, qui veut la paix prépare la guerre. Est-ce que vous, au niveau de l'opposition, vous pensez que depuis 2013, depuis l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta, il n'y a pas eu des actions dans ce sens-là pour équiper les forces de défense et de sécurité, les mettre dans des conditions idoines? Et après, on va faire réagir Dr Ba sur cette même question. Dans l'absolu, vous savez, il y a toujours quelque chose qui est fait. Mais ce qui est fait, il faut le mettre en adéquation avec le défi du moment, avec les enjeux. Et surtout, ce qui a scandalisé l'ensemble du peuple malien, c'est d'abord les ressources d'équipement de l'armée qui ont été surfacturées et qui nous a valu à l'époque beaucoup de difficultés avec le FMI. Aujourd'hui, notre armée, elle est presque cantonnée dans le pays. Si elle avait été équipée, si elle avait été mieux formée, si sa formation avait été adaptée à la situation de la crise que nous subissons, nous n'en serons certainement pas là. Et quand je vous dis que ce qui nous a manqué dans la gestion de cette crise, c'est le leadership national. De ce point de vue, je ne peux pas vous dire qu'on n'a pas acheté 2 ou 3 couteaux pour l'armée. Je ne peux pas vous dire. Mais ce qui est essentiel à notre armée aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes avec? Tout le monde pense aujourd'hui, depuis la guerre du Golfe, que les performances des armées dépendent de la couverture aérienne. Et ça, c'est un fait. Où est-ce que nous en sommes avec? Quel est le niveau de formation? Et je veux vous dire, et ça, ce n'est pas les conditions de vie des militaires dans le contexte actuel. Qui s'en occupe? Qui s'en préoccupe? Le niveau de formation adéquat. Ça, c'est des questions aujourd'hui qui font que nous ne pouvons pas dire qu'il y a quelque chose qui a été fait à la hauteur des défis du moment. D'accord. D'accord. Docteur, si on synthétise les propos de M. Koné, les militaires maliens ont faim et le président Ibeka n'a acheté que 1 ou 2 couteaux pour l'armée pendant ces 4 ans. Je ne sais pas si vous avez constaté, quand il parlait, il a dit qu'on ne peut pas le dire dans l'absolu. En réalité, M. Koné, il faut dire que vous ne savez pas ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. C'est ça la réalité. Beaucoup de choses ont été faites pour les forces de défense et de sécurité. Beaucoup de choses ont été faites d'abord pour motiver les soldats, pour motiver les combattants. Beaucoup de choses ont été faites pour équiper l'armée et les forces armées et les forces de sécurité. Beaucoup de choses ont été faites pour renforcer les capacités opérationnelles des forces armées et des forces de sécurité. Et aussi, en termes de motivation, beaucoup d'avantages ont été accordés, des relèvements de rémunération ont été effectués. Je prends par exemple l'ordonnance 2016-020. Cette ordonnance-là accorde, par exemple, lorsqu'il y a des militaires qui sont des blessés graves, 5 années de salaire. Lorsqu'il y a des militaires qui malheureusement décèdent dans les combats ou en service commandé, là également, c'est 10 ans de salaire donné aux ayants droit. Et pour les soldats, pratiquement, il y a un doublement des avantages accordés. Donc, il y a des éléments qui sont faits pour motiver. Il y a aussi l'équipement. Maintenant, il parle de l'équipement, ceci acheté dans telle ou telle condition. Moi, je ne rentre pas dans ces choses, parce que ça, c'est des éléments de la justice. Je ne rentre pas dans ces questions, je ne connais pas les facturations ou les surfacturations. Mais ce que je sais, c'est que l'armée a été équipée davantage
l'armée a été motivée davantage, l'armée a été entraînée davantage pour être mieux formée, pour être plus opérationnelle. Je sais que des structures ont été créées pour renforcer les forces de sécurité. Je sais qu'il y a des lois d'orientation et de programmation militaire avec des montants d'argent très importants. La loi d'orientation et de programmation militaire, c'est 1230 milliards sur un certain nombre d'années, ce qui revient à 146 milliards par an. Donc, bien entendu, vous me direz, il faut utiliser cet argent à bon escient, c'est normal. Mais moi, je ne suis pas dans ces contrôles-là. Mais ce qui est sûr, c'est que l'État a fait de gros efforts financiers par rapport à l'armée et par rapport à la sécurité. Au niveau de la sécurité, des réformes très importantes ont été faites. Par exemple, on a créé une direction générale de la police scientifique. Et aussi, pour la lutte contre le terrorisme, également, une structure a été créée. Donc, il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce domaine-là. Il a motivé, il a équipé et il a renforcé les capacités. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Ok, d'accord. Oui, ok, réagissez. D'accord. Parce que le problème de ce pouvoir, c'est de penser que quand on a fini de parler, on a tout réglé. C'est de penser que quand on a pris tel ou tel texte, que tout est réglé. En vérité, les textes dont on parle ne sont pas d'application. Ils n'ont pas d'impact sur la vie réelle des soldats. Vous pouvez dire que vous ne rentrez pas dans ces détails, parce que ce sont ces détails qui font le soldat. Aujourd'hui, nous avons des témoignages qui font qu'un soldat, avant l'inscription des militaires à Labon, qui est intervenu il y a peut-être un an, qui est intervenu avant un an, il y a aujourd'hui 6 000 militaires probablement qui sont inscrits à Labon. Avant, des militaires sur le terrain pouvaient mourir de paludisme parce qu'ils n'avaient rien pour acheter des ordonnances. Donc, quand vous citez les avantages qui ont été accordés, ça c'est dans les textes, ce ne sont dans aucune pratique aujourd'hui dans notre armée. D'accord. Et cela, non, ça n'est pas traduit dans les faits. Je dis, en plus, est-ce que vous savez que quand un contingent quitte Bamako pour la relève, il quitte Bamako même sans le couteau, même pas les armes individuelles. Et que c'est ça qui favorise aujourd'hui comment on appelle ça, les guet-apens qu'on les tend, parce qu'ils sont obligés de quitter sans les armements. Ils vont sur le terrain, c'est l'armement qu'ils trouvent là-bas, qu'ils sont obligés de prendre, d'utiliser. Autrement dit, vous savez, si on rentre dans ces détails-là, à la limite, on est à la limite. D'accord. Ça, c'est des questions aujourd'hui qui se posent à nos et donc, c'est la précision que je voulais dire, voilà, la condition de vie de nos soldats n'est pas à la hauteur de la menace qui pèse sur notre pays. D'accord. Okay. Et de ce point de vue, il y a mieux que ça, sinon plus que ça. Quand on dit qu'on a acheté telle ou telle chose, depuis qu'on parle de la loi de programmation militaire, ce n'est qu'un budget, ce n'est qu'un projet. Ce n'est pas parce qu'on a voté une loi de programmation militaire que c'est traduit dans les faits. Et on nous a annoncé, je vous donne un exemple précis, les hélicoptères dont on a annoncé. On a eu un hélicoptère alors que ça devait être 2, mais au-delà, l'hélico qui est venu, il est opérationnel aujourd'hui. Il ne concernait que les transports de troupes. Aujourd'hui, il est sur cale. D'accord. Et la difficulté, c'est quoi? Lorsque nous voulons aller dans des détails comme le G5, quand on fait l'évaluation des 5 pays qui nous entourent, le Mali est celui qui, d'abord, est le centre de la crise, mais qui est en deçà de la réalité. D'accord. Quand on évalue le matériel militaire sur place. Voilà, et donc, de ce point de vue... parce que c'était vraiment une précision. La question avait été posée par rapport à l'équipement de l'armée. Il avait répondu... Nous sommes dans l'équipement de l'armée. Voilà, vous avez tenu à rebondir. Donc, après cet éclairage, peut-être on va lui passer la parole pour qu'il réagisse. Et puis après, on sort de ce thème-là pour
ne pas nous embourber dans le débat, comme on a un conducteur qui a été partagé aux uns et aux autres. Moi, j'ai l'avantage d'accéder à des chiffres. Donc, quand on dit, par exemple, qu'on a prévu au budget tel montant, je vérifie aussi l'état d'exécution. Lorsqu'on analyse les budgets, vous n'avez pas plus tard qu'il y a le collectif budgétaire, j'avais des chiffres précis en termes d'exécution des dépenses. Donc, je ne dirais jamais quelque chose au hasard par rapport à ça. Par exemple, vous dites, bon, si tout ce qu'on dit, c'est théorique. Mais est-ce qu'on achète des véhicules, 211 véhicules, qu'on affecte aux forces de sécurité? Mais c'est distribuer ces véhicules-là. C'est une réalité. Lorsqu'on double la rémunération du soldat, c'est quelque chose que ce soldat empoche. Bon, donc il y a quand même des chiffres qui sont là. Et d'ailleurs, si on avait... non, je laisse comme ça, mais ce que je veux vous dire simplement, que tous ces éléments-là, moi je ne parle qu'après vérification de la réalité des chiffres. Je ne dis jamais ça au hasard parce que je crains ce risque de dire des choses qui peuvent être démenties. D'accord. D'accord. Pour vraiment... la question, Monsieur Koné, écoutez-moi, s'il vous plaît, la question c'était par rapport à l'équipement de l'armée. Il a répondu une fois, vous avez répondu une fois, et tous les deux sont revenus une deuxième et une troisième fois. On ne va pas s'embourber sur ce sujet-là, on va avancer. L'autre thème, c'est par rapport au projet de révision constitutionnelle, puisqu'on est dans la thématique paix et sécurité. La paix et la sécurité, ce n'est pas qu'à Kida, ce n'est pas qu'au centre du pays. La paix et la sécurité, c'est l'harmonie, la paix dans le cœur des Maliens. Et un projet de révision constitutionnelle a alimenté le débat. Le président de la République a décidé de surseoir à ce projet de révision constitutionnelle. Comment est-ce que l'opposition, M. Koné, réagit à cette décision du président Ibeka de surseoir au projet de révision constitutionnelle? Il a retiré selon ce que la plateforme lui avait demandé. La plateforme Ante-Abana lui avait demandé dès le départ. Vous savez, le problème du président Ibeka, c'est qu'il n'est jamais à l'écoute du Malien. Il n'est jamais à l'écoute du Mali. Il aurait été à l'écoute du Mali. Il aurait été à l'écoute des Maliens qui ne se seraient pas lancés dans ce projet de révision constitutionnelle. Par rapport à tout ce que nous venons de dire sur la sécurité nationale, ce projet était inapproprié. Ce projet n'avait aucun sens. Ce projet était une violation pure et simple de l'article 118 de la Constitution du Mali. En plus du fait que, quand bien même il n'y avait aucune légitimité, je vais dire tout simplement, il n'y avait aucune légitimité. Mais sur la décision de retrait, de sursis, comment est-ce que l'opposition réagit? Avant de dire j'ai sursis à la décision, il faudrait quand même qu'on explique pourquoi on en est arrivé là. On n'aurait jamais dû arriver là. Parce que tout simplement, la révision constitutionnelle, personne au Mali n'a pensé que cette constitution ne doit pas être revue. Personne. Mais le moment, la constitution elle-même prescrit les conditions dans lesquelles elle doit être révisée. Et dans un pays occupé que nous sommes aujourd'hui, quelle que soit l'appréciation qu'on ait sur la forme ou la nature de cette occupation, c'est qu'il est clair aujourd'hui qu'un référendum ne peut pas se tenir sur l'ensemble du territoire avec le succès qu'on attend d'un référendum constitutionnel. Premièrement, le président a retiré. Il n'a pas retiré parce que tout simplement, il a été inspiré par la grâce divine. Il a retiré parce qu'il y a eu un rapport de force dans le pays qui l'a amené à retirer. Parce que la plateforme Ante-Abana a décidé que ce projet ne devait pas prévaloir sur la sécurité nationale, ne devait pas prévaloir sur l'unité nationale, ne devait pas prévaloir sur l'intégrité nationale, que le président a été obligé de surseoir, en fait de retirer. L'opposition salue la décision? Absolument, parce que l'opposition est partie prenante de la plateforme Ante-Abana. D'accord.
Docteur Ba, sur cette question, comment est-ce que la majorité a accueilli cette décision du président de la République? Bon, d'abord, je voudrais quand même me réjouir que lui-même et donc certains des militants de Ante à Bana pensent, il a dit tout à l'heure, que la révision peut se justifier, mais ce n'est pas le moment. Donc je pense que c'est déjà une bonne avancée, qu'il y a quand même des raisons de penser à la révision constitutionnelle et à peut-être le moment selon vous. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que nous nous réjouissons, la majorité présidentielle se réjouit que le président ait pris cette décision. Et pourquoi le président a-t-il pris cette décision? C'est à l'issue des consultations. Il a fait beaucoup de concertations, il a écouté, il a entendu beaucoup. Et dans ce qu'il a entendu, sûrement, il y a quand même eu des éléments qui lui paraissaient pertinents parce qu'il y a eu certainement un déficit d'information par rapport à la révision constitutionnelle. Il y a aussi le fait que la Cour constitutionnelle a quand même opiné. Elle a donné des orientations, elle a dit des aspects à revoir. Il y a aussi, lorsque on est chef d'État d'un pays, le président est à l'écoute des populations, contrairement à ce que vous dites. Le président est parfaitement à l'écoute des populations et des Maliens. Il est à l'écoute, il les a écoutés, il les a entendus. Et c'est pour cette raison qu'il est arrivé à cette décision. Il a vu aussi, à un moment donné, que la situation était tellement difficile par rapport à certaines réactions que ça risquait d'entamer la cohésion sociale. Ce n'est pas son rôle. Le Mali a beaucoup d'autres problèmes pour aller vers des situations encore plus difficiles. Donc ce que je peux dire, c'est que vraiment il a pris une décision salutaire et il faut l'en remercier. Donc la majorité aussi salue la décision. Elle se réjouit, elle salue, elle était opportune eu égard à tous les éléments qu'il a perçus après les différentes consultations. D'accord. On va rester avec vous, Dr Ba. C'était vraiment une réaction par rapport à... C'est-à-dire on ne va pas ouvrir le débat sur le projet de révision constitutionnelle. Ça a été sursis. Je suis d'accord avec vous, mais quand vous dites la majorité aussi, non. Ça dit, en fait, le président a obéi à un ultimatum. Il faut que cela soit clair dans la tête des Maliens. Donc vous l'avez déjà expliqué. Et tous ceux qui sont là sont d'accord avec ça. Le président n'est pas quelqu'un qui obéit à des ultimatums. Il est quelqu'un qui obéit à l'ultimatum. Parce qu'il a fait. Il a écouté des gens, il a écouté d'autres. Il a fait. Il a écouté d'autres. Dans lesquels il a puisé les raisons de changer. Il était obligé de le faire. D'accord, on va avancer dans le débat. La question, c'était comment est-ce que l'opposition, la majorité réagissait à cette décision. Les uns et les autres ont exprimé leur point de vue là-dessus. On tient compte de votre précision, M. Koné, et puis on va avancer dans le débat. On se tourne vers vous, Dr Ba, pour entamer la deuxième partie de l'émission, l'économie, la gouvernance. On sait que la relance économique, après la grave crise de 2012, la relance économique était l'un des chantiers sur lesquels les Maliens attendaient le président Ibrahim Boubacar Keïta. 4 ans après, est-ce qu'il a réussi cette mission? Selon vous, est-ce que les indicateurs sont au vert 4 ans après? Merci bien. Peut-être que ce serait trop dire que de dire que les indicateurs sont au vert. Mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup d'efforts ont été faits par le gouvernement, les gouvernements successifs, et les résultats sont là. Il faut se souvenir de la situation dans laquelle le président Ibeka a quand même trouvé le pays. Nous étions à un taux de croissance négatif. Bien sûr, mon jeune collègue va dire qu'on ne mange pas la croissance. J'ai toujours entendu cela. Bien, il faut savoir quand même que lorsque vous êtes dans un trou, vous êtes à moins 0 de taux de croissance, disons à moins 0,5, pardon. En 2013, vous êtes à 1,7. En 2014, vous êtes à 7,2. En 2015, vous êtes à 6. Et en 2016, vous êtes à 5,8. Et vous prévoyez 5,5 à peu près en 2018. Donc, pourquoi le taux de croissance est important? Ça veut dire qu'en réalité, le pays s'appauvrissait. Il a pris un pays qui s'appauvrissait et il a actuellement un pays qui s'enrichit. Je ne dis pas que tout ça, c'est le fait du président. Nous sommes dans une économie avec des productions. Nous avons des secteurs privés, nous avons des éleveurs, nous avons
toutes sortes de secteurs économiques. Donc c'est tout cet effort-là, avec le président, le gouvernement comme catalyseur, qui a permis d'aboutir à ces niveaux de croissance. Et l'importance de la croissance, ça veut dire que la richesse du pays s'est accrue. Et la comparaison qui est habituellement faite, c'est le taux de croissance et le taux de progression démographique. Au Mali, on a un taux de progression démographique de 3,2, entre 3,2 et 3,4%. Donc lorsque vous enlevez ces 3,2 de 6%, parce que c'est la moyenne des 3 dernières années, vous arrivez à un surplus pour l'investissement. Donc ça, c'est un progrès. Il est incontestable que dans des domaines comme le secteur agricole, dans le secteur agricole, le régime a investi. Il a investi avec un budget de 15,1%. Maputo demandait 10%. Le Mali est à 15,1%. 1000 tracteurs distribués qui produisent. Au bout, les résultats, on a entre 2013 et 2016, 2017, on a à peu près à 3 millions d'augmentation de production. Donc, des efforts ont été faits, la production a été suivie, les résultats sont là. Donc, en matière agricole, on ne peut faire aucune contestation sur le résultat des efforts qui sont là. On a une économie qui s'accroît, on a aussi des finances publiques qui sont tenues de manière tout à fait respectable. Lorsque vous prenez la situation du pays avec l'augmentation des dépenses sécuritaires, et que malgré tout, à cette date-là, les salaires sont régulièrement et normalement payés. Il n'y a pas d'à-coup. L'État fait face à sa situation. Il faut présenter le chapeau au ministre de l'économie et des finances dans une situation de ce genre. Donc, ce n'est pas spectaculaire. Et les critères de convergence de l'UEMOA également sont respectés. La dette, le Mali est l'un des pays les moins endettés de l'UEMOA, c'est 30% par rapport à une norme de 70%. On peut dire que, moi je sais qu'effectivement ces efforts les résultats sont moins probants au point de vue sécuritaire, mais au point de vue économique, il faut dire qu'il y a quand même des résultats. Et le Mali investit aussi. Voilà. Okay. Le regard de l'opposition sur cette relance économique, M. Koné. Je voudrais quand même dire ici que la façon dont mon aîné est en train d'expliquer la croissance, ça n'est pas une performance particulière. Premièrement, lorsque vous partez, je ne suis pas économiste, mais c'est une question de bon sens. Lorsque l'économie d'abord, c'est une question de bon sens. Lorsque vous partez de 0% de croissance, il est évident que le plus petit effort vous amène un peu plus loin. C'est ce qui explique les 7% de croissance dont il a parlé. Et ces 7% étaient tout simplement si le Mali était parti pratiquement pendant la transition, 100 ans, de presque 0%, et on est arrivé à 7% pour venir à l'équilibre que nous avons connu depuis l'instauration de la démocratie, pratiquement entre 5 et 6% de croissance. Là, il n'y a rien d'exceptionnel sur ce plan-là. La question n'est pas que le taux de croissance ne se mange pas. Dans notre cas précisément, le taux de croissance ne se mange pas et la croissance, dans notre cas, elle est exclusive. C'est-à-dire, elle n'est pas partagée. Cette croissance n'est pas du tout partagée et ce qui fait que nous avons une accumulation de la pauvreté. Allez demander aux Maliens, dans mon quartier, aujourd'hui, qu'est-ce que signifie pour lui le taux de croissance de 5%? Absolument rien. Le panier de la ménagère est encore au plus bas. Donc, dans un débat comme celui-là, pour bilan, je pense que je m'en voudrais si j'accède à un taux de croissance de 5%, parce que ça, c'est une performance. Ça n'en est pas une du tout. D'accord. Donc, non, je vais finir. Maintenant, vous avez parlé de relance économique. La relance économique, quelles sont... Bon, la croissance, c'est l'agriculture qui porte. Et vous avez vu que dans d'autres secteurs aujourd'hui, nous sommes presque en régression. Il s'agit, d'abord, nous avons perdu notre place
en ce qui concerne la 3e place, je crois bien, en ce qui concerne la production aurifère, l'or, le Mali a totalement dégringolé. Il n'est pas dégringolé, c'est le Soudan qui est monté. C'est le Soudan qui est monté. Vous allez réagir. Le Mali a dégringolé. Et je vous dis, le problème du gouvernement actuel, le problème du pouvoir actuel, c'est le manque de confiance, le manque de crédibilité internationale qui fait que nous sommes incapables aujourd'hui d'attirer des investissements privés. Donc, ce qui fait que lorsqu'on dit que le pays a une performance, que nous avons 30% pour un taux de 70% au niveau de l'UEMOA, je reste dubitatif. Parce qu'aujourd'hui, quel est le niveau de confiance des investisseurs privés dans le pouvoir actuel où tout est concentré aux mains pratiquement d'une famille, où tous les secteurs de l'investissement aujourd'hui, pratiquement au niveau national, c'est une question de famille, ou c'est une question de clan, c'est une question de parti. Ça, c'est un problème. Et donc, il n'y a pas de relance économique sans confiance. Et ce qui manque aujourd'hui au Mali, c'est la confiance dans les institutions, la confiance dans les hommes, la confiance dans les procédures, y compris judiciaires. D'accord. Docteur, on va faire réagir à ça. Et si demande à réagir une dernière fois, on le fera avant de continuer. Je crois qu'au départ, il a dit effectivement qu'il n'est pas économiste. Mais il a pris le risque de faire beaucoup d'affirmations en économie. Quand il a dit, par exemple, 70-30%, c'est 70% UEMOA, je n'ai pas dit 70% UEMOA. J'ai dit simplement, la dette, le Mali est à 30% et la norme, c'est 70%. C'est-à-dire jusqu'à 70%, c'est acceptable, c'est ce que je voulais vous dire. Alors je vais réagir point par point par rapport à la question qu'il a évoquée. Il a dit que le taux de croissance était zéro, était bas, donc on est allé à 7%. En fait, on n'est pas allé à 7% directement. On est allé à 1,7%. 1,7%. Ensuite, on est allé effectivement à 7,2%. Ensuite, on a fléchi un peu à 6%, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas d'un jour à l'autre qu'on est passé, on a progressé, et c'est ça, c'est une progression. Vous avez dit, que la croissance n'est pas partagée. C'est parce que vous ne savez pas ce qui est partagé et où c'est parti. La croissance est bel et bien partagée. Lorsque vous avez une croissance et que vous distribuez par rapport avec les revendications catégorielles, 89 milliards de 2013 à maintenant, les différentes revendications catégorielles qui ont été satisfaites coûtent à l'État 89 milliards. Ça, c'est un partage des fruits de la richesse. Lorsque un État donne 1000 tracteurs aux producteurs, lorsque l'État subventionne des engrais pour 48 milliards pour une année, lorsque l'État enlève de son argent des milliards pour la sécurité, pour sa défense, mais c'est un moyen de partager la richesse. C'est ça le partage de la richesse. Ce n'est pas égalité, on prend les combien de millions, 16 millions de Maliens, et puis le PIB, on répartit. Tu le sais toi-même. Tu n'es pas économiste, mais tu as le bon sens. Je te connais. Okay. Alors donc, je pense que ce n'est pas le panier de la ménagère. Mais bon ça, la ménagère, même vous êtes chef de famille, est-ce que vous dépensez tout ce que vous avez? Il y a la consommation, il y a l'investissement, il y a l'épargne. Il y a l'épargne. Donc, c'est que l'État gagne une bonne partie et redistribuée par les voies que je viens d'indiquer. D'accord. Okay. C'est parce que, honnêtement, vous n'avez pas les chiffres. Si vous avez les chiffres, vous aurez dit autre chose. Parce que je sais que vous êtes de bonne foi. D'accord. Si vous on va le laisser réagir. Chiffres, on en aurait discuté. Et ce sera la dernière réaction sur ce que je vais dire. Je vais dire, les tracteurs, parlons-en, des tracteurs. J'ai même du mal à discuter ces tracteurs. Parce que, vous savez, tout ce qui a été lié à ces tracteurs, la surfacturation et tous les autres, on ne peut pas évoquer ces tracteurs aujourd'hui pour dire que ça, c'était une redistribution, premièrement. Deuxièmement, les salaires. Parlons-en. Vous savez,
Le pouvoir, quand il est venu, ils ont clamé partout qu'ils ont fait une augmentation de 20% des salaires. En vérité, quel est le secteur malien aujourd'hui essentiel à l'économie du pays qui n'est pas en grève par rapport à ces questions de salaire? Il n'y en a pas. C'est la preuve que votre politique salariale n'est pas une politique inspirée, qu'il ne repose sur rien du tout, qu'il n'y a aucune conception globale de votre politique salariale. Parce qu'aujourd'hui, tous les secteurs du pays, la santé, l'éducation nationale, quoi d'autre, tous, les juges, tout le monde est aujourd'hui en grève sur des questions salariales. À quoi a servi une augmentation de 20% des salaires dans le pays? Rien du tout. C'est la preuve tout simplement que votre politique salariale, d'augmentation des salaires, ne repose absolument sur rien. Les tracteurs dont vous parlez, en vérité, ces tracteurs, ils ont servi à quoi? Quel est l'impact des tracteurs aujourd'hui sur la production agricole? La production agricole, elle est tenue. Vous parlez d'engrais. Mais l'augmentation, c'est que la diminution de la subvention de l'engrais, c'est 1500. C'est important. Oui, c'est important. Mais c'est qu'il y avait déjà une politique nationale cohérente par rapport à ça qui a amené. Certes, aujourd'hui, nous avons eu affaire à une pluviométrie assez abondante qui a permis d'atteindre le résultat que nous avons dans le pays. Mais il n'est pas lié. Autrement dit, avec des engrais frélatés qu'on a vendus aux paysans, rien, à la limite, rien ne présageait une augmentation de produits agricoles. D'accord, donc on va laisser réagir Docteur Ba sur cette question et puis après on va avancer. Non, mais je le trouve effectivement logique par rapport à tout ce qu'il a dit jusqu'ici. Le problème de surfacturation, je l'ai dit que moi vraiment dans tout ce que partout il peut y avoir des dossiers de justice, vraiment je n'entre pas dedans parce que je ne suis pas en mesure d'apprécier le bien fondé de ce que vous dites. Donc je vous entends, mais je pense que c'est des dossiers qui doivent être à la justice, point. Alors, s'agissant maintenant des gens, vous dites qu'on a dit qu'on a augmenté les salaires, ceci et cela. Pourquoi partout les gens sont en grève? Bon, mais les populations cherchent leur mieux-être. C'est normal, ce n'est pas seulement au Mali. Pourquoi vous ne dites pas que les gens sont en grève aussi ailleurs? C'est aussi une réalité de nos pays aujourd'hui. Partout il y a des grèves, les gens veulent améliorer leurs conditions de vie. C'est une lutte, c'est un combat. Parce que chaque fois que les gens parlent de taux de croissance, effectivement, les gens disent chacun de nous a le droit de profiter de cette croissance-là. Ça, c'est une réalité. Maintenant, ce qui est autre aussi, c'est quand même que des rémunérations ont été augmentées. C'est une réalité indéniable, il faut l'accepter. Et c'est un total de 89 milliards de 2013 à maintenant. Et ça n'a rien à voir avec ce qui a été fait par rapport aux côtés des militaires et des forces de sécurité. Moi, je ne vous donne que des chiffres. Et des chiffres vérifiés, ce n'est pas des chiffres prévisionnels. Il a parlé des salaires de façon précise, les 20%, il pense que c'est... Oui, ça c'est l'un dans l'autre, quoi. Les 20%, au-delà de 20%, il y a eu beaucoup d'autres choses, les indemnités, beaucoup de choses, beaucoup de rémunérations, à la faveur aussi, il faut dire des revendications et tout ça. D'accord, on va rester avec vous, Dr Ba. Par rapport à cette autre question, le président Ibeka est venu au lendemain, quand même, d'une conférence des donateurs de Bruxelles, assortie d'annonces de milliards d'euros. Aujourd'hui, qui sont devenues toutes ces annonces-là? Est-ce que le Mali, le pouvoir Ibeka est parvenu à transformer l'essai? Bien. Et je crois qu'effectivement, lorsque, par exemple, à la conférence de Bruxelles, j'étais là-bas à cette conférence, j'étais commissaire en charge des politiques macroéconomiques de la CEDEAO, c'était 3 milliards d'euros. Donc ce sont des montants, des sommes extrêmement importantes. Mais il faut savoir que ces sommes-là, pour une bonne partie, il y a une partie aussi qui n'est pas mobilisée. Vous entendez souvent le président évoquer en disant que les partenaires ont pris des engagements qui n'ont pas été respectés. Mais il y a beaucoup de partenaires qui ont respecté leurs engagements. Des montants importants sont utilisés, mais il faut quand même considérer que ça fait partie aussi des dépenses sécuritaires. Donc c'est de l'argent qui est venu, tout n'est pas venu, mais c'est de l'argent qui est parti là où il doit partir, à savoir les questions sécuritaires et les questions de développement. Ce sont des projets qui sont mis en œuvre. D'accord. Connu sur cette question? Sur cette question, je voulais dire que c'était un grand bluff, en vérité.
D'abord, si l'argent est disponible, il part dans des secteurs qui n'ont pas d'impact sur l'économie nationale. Parce que cet argent, vous savez, il est orienté et dirigé vers les régions du Nord, qui sont aujourd'hui coupées de l'économie générale du pays. Ça, c'est un premier constat qu'il faut faire. Si cet argent est mobilisé, dans le meilleur des cas, il va dans les endroits qui n'ont pas de connexion avec l'économie nationale. Deuxièmement, c'est la capacité de mobilisation. J'allais le dire dès le départ, j'ai dit que notre pays souffre d'un déficit de capacité, de crédibilité auprès de nos partenaires. Ce qui fait que, justement, cette somme-là n'a pu être mobilisée à bon escient. Et pour revenir donc à l'impact des 3 milliards d'euros sur l'économie nationale, vous savez, il y a eu une table ronde pour faire le point. Et pratiquement, on semblait dire à ce moment-là qu'on avait déjà mobilisé près de 60 à 70 millions de cette somme. Pas de 60% ou 70 millions? Non, 60%. Oui. Près de 60% qui avaient été mobilisés. Comme il a dit, cette somme-là, probablement, rentre dans des secteurs comme déjà les 3 milliards, les 3 milliards dont on parlait. Il faut dire que c'est une accumulation d'autres fonds qui existaient déjà dans le Mali, notamment tout ce que nous avions comme ligne avec l'Union européenne, tout ce que nous avions avec les différents FED que nous avions, était déjà dans cette cagnotte. Donc ce n'est pas des ressources nouvelles, en vérité. C'était des ressources déjà que le Mali avait. Mais il y a eu aussi d'autres partenaires qui sont intervenus. Mais notre vrai problème, c'est notre capacité à mobiliser ce fonds. Je vous donne un détail qui est important. Vous savez, à un moment donné, on avait amputé le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale pour créer un ministère de la coopération internationale. Ce faisant, certains, se croyant plus malins, avaient pensé qu'avec la coopération, un ministère de la coopération internationale, peut-être que ces fonds pouvaient être diligentés à leur niveau et avec possiblement, comme les Canadiens, la possibilité de les donner à telle ou telle société de la place. Mais on s'est rendu compte 2 mois après que cela était pratiquement impossible, qu'il n'y avait même pas de capacité de mobilisation. On est obligé de retourner la coopération internationale en tant que ministère au sein du ministère des Affaires étrangères. Ça veut dire que les 3 milliards dont on parle ressemblent beaucoup plus à une arlésienne. On en parle, mais personne ne voit. On va rester avec vous, puisque... Non, vous allez... Ok, rapidement. C'est ce que je voulais lui dire. Quand il dit que les fonds ne sont pas mobilisés à bon escient, vraiment c'est une affirmation gratuite. Parce que vous-même, comme vous parlez, vous savez très bien que c'est une affaire que tu ne connais pas bien, que vous ne connaissez pas bien. Je ne peux pas dire moi-même que je connais entièrement que tous ces fonds-là, là où ils sont partis. Mais ce que je peux vous dire simplement, et vous avez raison aussi sur un point, quand vous dites qu'il y a des fonds réchauffés là-dedans, c'est pas faux. C'est pas faux, ça c'est habituel, mais il y a aussi de nouveaux fonds quand même qui sont dedans. Donc vous avez une petite raison, mais vraiment un gros déficit aussi. Quand vous dites vraiment que c'est vraiment gratuit, que les fonds ne vont pas à bon escient, ça vous n'avez pas la preuve. D'accord. On est sur les dernières questions. On est sur les dernières questions par rapport à la relance économique. On va suivre vraiment le conducteur de l'émission. Et là, pour voir avec vous, Monsieur Koné, pendant ces 4 ans, quand on écoute souvent la majorité, on dit qu'avec Ibeka, le Mali est redevenu attractif,
que les investisseurs arrivent malgré la crise. Vous, au niveau de l'opposition, votre regard là-dessus, avant de donner la parole à Dr Ba, nous sommes sur les dernières questions sur la relance économique. Il va parler d'abord après. Que le Mali est devenu crédible, attractif et que les investisseurs viennent. J'aimerais bien savoir lesquels. Vous savez, je prends de façon anecdotique les 5 000 milliards du président Ibeka venant de la Chine, quand il est allé au forum, un forum en Chine. Ça fait le titre. Et lui-même, il s'est permis un grand bain de foule à son arrivée. Tout le monde a dit que bon, Ibeka venait avec 5 000 milliards. Mais en fait, c'était des éléphants blancs. Personne ne les a vus. Et aujourd'hui, les Maliens se demandent où sont passés ces 5 000 milliards. Ça, c'est déjà l'image de la crédibilité de notre pays. Vous savez, vous ne pouvez pas attirer les investisseurs si le pouvoir en place n'est pas crédible. Si le pouvoir en place a un déficit de gouvernance pratiquement qui fait rire l'ensemble du continent. Il n'y a pas d'investissement privé, je le disais tantôt. La relance dont ils ont voulu parler, c'était une relance à partir des investissements publics. Comme il a tenté de le dire, en termes de redistribution de la croissance, ce qui n'est pas réel du tout. Ce qui n'est pas du tout réel, mais en vérité, il n'y a pas eu cette attractivité au Mali. La première des conditions pour l'attractivité, c'est la lutte contre la corruption. Aujourd'hui au Mali, qui peut vous dire que cette lutte contre la corruption est gagnée et qu'elle est même entamée? Nulle part. Elle n'est pas commencée. Au contraire, elle s'amplifie de jour en jour. Deuxièmement, je le disais tantôt, c'est cette crédibilité internationale que nous n'avons pas. Que nous n'avons pas et qui fait que le Mali est considéré aujourd'hui à la limite comme un pays qui est un danger pour ses voisins, qui est un danger pour la sécurité internationale. C'est dans ces conditions que vous pensez que les gens vont venir investir leur argent? Non. Ceux qui disent ça, probablement, sont ceux qui veulent encore, qui pensent. Bon, en fait, c'est la politique. Ça n'a absolument rien de réel. Et quand je dis c'est la politique, c'est en fait, c'est une fuite en avant. D'accord. Docteur Ba, il a parlé de corruption. Oui, je pense que vraiment que tout ce qu'il a dit ne tient pas la route. Parce que quand tu prends, par exemple, tu te rappelles, lorsqu'on a organisé le sommet, le sommet France-Afrique, le sommet qui a été organisé, vous avez 35 délégations de chefs d'État et de gouvernement qui sont venus. Malgré tout ce qu'on disait, que le Mali est un pays qui a des problèmes de sécurité, ceci et cela, et ces gens sont venus pour parler d'économie et pour parler d'investissement à l'adresse de la jeunesse. Ça, c'est un. Deux, l'investissement direct étranger n'a pas baissé. L'investissement directement étranger n'a pas baissé. Ça veut dire qu'il y a toujours des investisseurs qui viennent au Mali. Lorsque vous regardez, par exemple, le secteur de l'or, dans le domaine de l'or, il y a 3 ou 4 prochaines mines qui vont entrer en action. Ce sont des investisseurs étrangers qui sont là, avec des montants très, très importants. Donc, le Mali reste toujours attractif, malgré les problèmes qu'il a, parce que le Mali a des ressources. Le Mali a des ressources, et c'est une économie qui a des potentialités. Moi, il y a longtemps que j'observe cette économie du Mali. Le Mali a toujours eu des ressorts économiques solides qui lui permettent de rebondir. À un moment donné, c'était le coton. Après, c'est l'or. Et qui sait demain ce que le Mali aura? Moi, je pense qu'il faut être totalement optimiste. C'est vrai que la situation est difficile pour les questions sécuritaires, mais malgré les questions sécuritaires, ce que vous dites, par exemple, un peu du gouvernement d'une certaine manière, que, je ne sais pas, fait rire ou quoi, mais le Mali est un pays qui avance avec des résultats probants en termes de croissance économique, en termes d'investissement, et en termes de respect, de gestion des finances publiques. Moi, je pense que le Mali est plutôt un pays respectable malgré ses difficultés. Est-ce que cette bonne... Et je considère, monsieur il faut rester optimiste
par rapport à la situation du Mali. Et puis il faut faire attention en parlant comme ça. Vous savez, nous sommes toujours des politiques. Aujourd'hui, on parle comme ça. Aujourd'hui, c'est elle qui est au pouvoir. Demain, c'est elle autre. Lorsqu'on négativise tout, en fait, vous dépréciez votre pays. Je pense que ce n'est pas une bonne chose pour quelqu'un qui veut accéder au pouvoir. D'accord. Docteur Ba, la gestion saine, vous allez réagir, hein, la gestion saine des finances publiques dont vous parlez, tranche un tout petit peu avec ces rapports du bureau du vérificateur général, oui. Parce que aussi une bonne relance économique suppose une gestion saine des rares ressources dont dispose le pays, non? Très bien, Tangara, c'est une très bonne question. Et bien entendu, j'attendais cette question. Et j'ai dit que la gestion des finances publiques, elle est vraiment une gestion respectable. Dans la mesure où, malgré l'augmentation des dépenses sécuritaires, on fait face à cette situation, on fait face au salaire et on fait face à l'investissement. C'est ce que je dis de positif. Maintenant, par rapport au rapport de vérificateur général, je crois que c'est le VEGAL, les rapports. Bon, et il faut aussi savoir que vous, comme nous sommes tous des citoyens, lorsqu'on voit dans le journal aujourd'hui qu'il y a tel scandale, on se dit, mais il y a tel problème. 2 mois après, on n'a pas vu de sanctions. Mais le temps de la justice n'est pas notre temps. Vous avez entendu Balladur, combien d'années que Balladur était là. Mais l'année dernière, ou cette année encore, on entendait Balladur par rapport à des problèmes d'achat de navires. Donc la justice a son rythme que ne contrôle pas le président de la République. Parce que c'est des structures indépendantes qui travaillent. Donc, il y a aussi l'essentiel pour moi est que les dossiers soient là. Il ne faut pas que les dossiers soient gardés dans les tiroirs. Et je crois savoir, moi je n'étais pas là, je suis conseiller du président il y a à peu près 2 mois. J'ai appris que quand le président de la République est venu, tous les dossiers qui étaient là, à peu près une dizaine de dossiers, ont été transmis à la justice. C'est ce que j'ai appris. D'accord. On a 10 minutes pour conclure et on va vous laisser réagir sur cela à M. Koné. Ensuite, on va poser les dernières questions de l'émission. Oui, rapidement, moi, ce que je vais dire. Premièrement, décrier la gestion d'un gouvernement n'est pas déprécier son pays. Je tiens à le préciser. Je ne suis pas en train de déprécier le Mali, je suis en train de critiquer la gestion d'un gouvernement, d'une équipe au pouvoir. Cela se comprend aisément. Les investissements dont tu parles, les mines, ces projets étaient en chantier bien avant l'arrivée de Ibeka au pouvoir. Ça aussi, il faut le savoir. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec la situation actuelle qu'ils sont en train de dire que le Mali est devenu attractif parce qu'ils ont pu régler un certain nombre de problèmes. Ça n'est pas juste. Et ce n'est pas la vérité. Et autre chose, le temps de la justice. Vous savez, dans tous ces rapports-là, la qualité de la justice, la sérénité de la justice par rapport à un certain nombre de choses est un critère important de l'investissement. Lorsque des membres du gouvernement, des collaborateurs du président ont été épinglés au point que nous sommes allés à la rupture avec le FMI, que le gouvernement lui-même ait publiquement dit que ce dossier est pendant qu'il a introduit ce dossier auprès de la justice. Et que nous voyons par ailleurs que ce sont les mêmes qui ont été promus à des postes clés de l'État. Croyez-vous, dans ce cas, qu'il s'agit d'un temps de la justice et que quelqu'un peut croire en la gouvernance dans ce pays pour venir jeter son argent? Que non. Voilà la situation. C'est ce tableau désespérant de l'impunité de ceux qui détournent l'argent public en toute impunité qui fait qu'aujourd'hui, la question de l'investissement est en pointier au Mali. D'accord. On va rester de votre côté, M. Koné, pour poser cette autre question. Entamer cet autre volet, vous allez profiter pour réagir. Oui. Quand, lors de la campagne de 2013, le candidat Ibrahim Boubacar Keïta avait promis 200 000 emplois aux jeunes Maliens. Aujourd'hui, on a vu, le gouvernement, à un certain moment, avait essayé de faire le bilan. On parle de plus de 90% de taux de réalisation. L'opposition, quel est son regard sur cette autre promesse et sa réalisation? D'abord, si ça avait été une promesse,
c'est une promesse qui manque d'ambition pour le Mali. Vous savez, en 2011, si je ne m'abuse, en 2011, il y a l'Observatoire de l'emploi qui avait souligné que par an, il y a 200 000 jeunes maliens qui viennent sur le marché de l'emploi. Alors, lorsqu'un candidat, devant ce tableau, dit qu'il veut créer en 5 ans 200 000 emplois, ça veut dire qu'en 5 ans, il y a 1 million de Maliens qui est arrivé sur le marché de l'emploi et que lui, il ne se préoccupe que de 200 000 d'entre eux. Peut-être qu'il faut commencer par quelque chose. Peut-être c'était raisonnable. Un mandat est une ambition. Ouais. C'est pourquoi, quand vous avez l'ambition au rabais, vous avez l'ambition du pays au rabais. Parce que quand vous avez l'ambition pour votre jeunesse au rabais, vous avez l'ambition pour votre pays au rabais. Et donc, tout ce débat sur les 200 000 emplois, j'avais promis 200 000 emplois, je suis à 199 000, ou je suis à 190 000, ou je suis à... C'est totalement ridicule. C'est ridicule par rapport au nombre de jeunes sur ces 4 années qui sont venus sur le marché de l'emploi et qui, absolument, n'ont rien. D'accord. Ok. Vous me permettrez de rebondir un peu d'abord sur quelques éléments et je répondrai tout à l'heure à la question que vous avez posée. On est presque en fin d'émission. Concernant l'emploi. Il dit que certains projets, les projets dont je parle, il y a des projets qui étaient là antérieurs. Mais Ibeka va un jour quitter le pouvoir et les projets qu'il a initiés, d'autres vont hériter de ces projets à leur époque. La question n'est pas là. Ça, c'est la succession. Ça, c'est tu permets. Non, la question n'est pas là. Je finis si tu veux. Après, pour le moment, c'est moi qui ai la parole. Alors, bon, vous dites que le fonds a épinglé le Mali, ainsi de suite. Je vais vous dire ce qu'a dit le fonds à sa dernière revue concernant le Mali. Les résultats du Mali sont satisfaisants. Le Mali a une croissance vigoureuse. Le Mali a un taux d'inflation modéré. Le Mali a de bonnes perspectives économiques, mais il faut suivre les questions sécuritaires qui peuvent effectivement influencer la croissance économique. Voilà toutes les bonnes choses que la dernière revue du fonds dit du Mali. Donc, entre épingler... Vous allez avoir la parole. On va juste le laisser terminer. Vous allez avoir la parole. Entre épingler et dire tout c'est bien au Mali, et ce n'est pas inventé, parce que c'est lié à des chiffres que le fonds a vérifiés. Donc, en tout cas, l'image du Mali, au fond, est une bonne image, et le Mali accède aux ressources du fonds, et le fonds demande à d'autres d'aider le Mali pour avoir plus de ressources supplémentaires pour sa sécurité et pour son développement. Les 200 000 Alors, emplois. maintenant, les 200 000 emplois. Vous avez raison, effectivement. Bon, maintenant, je souriais un peu quand il disait que les 200 000 emplois, ce n'est pas de l'ambition. C'est parce que les 200 000 emplois sont atteints et dépassés aujourd'hui. C'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas ambitieux. En tout cas, moi, le chiffre que j'ai du ministère de la fonction publique et de l'emploi, c'est 207 000 emplois. Moi, ce n'est pas moi qui invente les chiffres, ce n'est pas moi qui lis les registres, mais c'est le chiffre qui est donné. Ça veut dire simplement qu'il y a quand même des efforts faits et des résultats qui ont été atteints dans ce domaine. Mais moi, ce n'est pas mon invention, c'est des chiffres que je prends. D'accord. Voilà. D'accord, on s'achemine vers la fin de l'émission. On me signale qu'on a 2 minutes pour conclure, 2 minutes qu'on va partager donc entre les deux invités. Monsieur Koné, en 1 minute, votre mot de la fin, et ensuite... Docteur Ba, rappelez aux téléspectateurs que pour plus de traçabilité et de visibilité, on a voulu nous focaliser sur la paix, la sécurité, l'économie, la gouvernance, l'emploi. Les jours, les semaines à venir, il y aura d'autres débats sur d'autres thématiques des 4 ans du président Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir. Déjà dimanche prochain, vous allez suivre la version Bamanankan de ce même débat entre opposition et majorité en Bamanankan, donc avec Gabriel Magma Konaté. Déjà, Monsieur Koné, votre mot de la fin. Merci. Ce que je peux dire, c'est que
D'abord, ce qui handicape notre pays aujourd'hui, c'est la corruption. C'est la corruption, c'est le manque de leadership sur les questions de sécurité, c'est la mauvaise gouvernance. Étayée pendant ces 4 ans par des surfacturations, par des détournements de fonds publics qui sont avérés. Et quand il dit, voilà ce que le FMI dit sur le Mali, mais le FMI le dit. Mais avant que le FMI le dise, le FMI avait épinglé des individus précisément qui ont été promus. Et dans ces conditions, puisque nous parlons d'investissement, on ne peut pas, avec cette impunité, avoir de l'investissement privé direct dans notre pays. Le projet, la question n'est pas de savoir qui avait initié. Les investissements qui sont en cours sont des investissements qui avaient été prévus. Si d'autres investissements étaient venus, on le saurait. Ce n'est pas le cas. Le dernier mot, ce que je vais dire, dans ces 4 ans, c'était comme si le régime Ibeka est venu comme une punition pour les Maliens. Tous les secteurs, tout ce qu'il a dit, tout ce qui était attendu de lui en termes de participation des Maliens, en termes de progrès. Le premier responsable du pays est venu s'occuper de sa propre personne et a oublié le pays. Il n'est pas en contact avec les réalités du pays. Il n'est pas en contact avec les préoccupations des Maliens. Il n'est pas en contact même avec l'environnement régional du Mali. Jamais ce pays n'a été aussi isolé, contrairement à ce que les tenants du pouvoir peuvent dire. Il suffit de sortir, discuter pour le savoir. Nous sommes un pays indexé. Nous sommes considérés comme le pays par lequel tout le malheur arrive en termes de sécurité ou d'insécurité chez les autres. Voilà le bilan du régime Ibeka. Ok. Bien, moi je voudrais faire 3 remarques. La première, moi j'étais du COPO, donc je connais bien l'opposition, je n'ai aucun problème par rapport à l'opposition. Ibeka non plus, parce que c'est Ibeka quand même qui a donné un statut à l'opposition. Ça c'est la première remarque, conclusion. La deuxième, c'est vraiment, vu les problèmes du pays, en fait, il faut avoir une union sacrée. Nous avons besoin de nous unir, que ce soit opposition, majorité, nous avons besoin de nous unir pour sauver le pays. Et troisièmement, il faut faire attention, il faut arriver au pouvoir par des élections. Il ne faut pas arriver au pouvoir par des transitions. Je pense que c'est ce combat que nous devons mener. Aujourd'hui, la classe politique est décriée partout, opposition comme majorité. Nous devons faire en sorte que la classe politique vraiment ait une meilleure image de ce qu'on voit parfois. Je vous remercie. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. L'opposition politique représentée par Souleymane Tchefolo Kone, premier vice-président des phares Ankaouli, qui représentait donc l'opposition sur ce plateau, et Dr Ibrahim Bokar Ba, président de l'UMRDA Faso Djigui, qui représentait la convention de la majorité présidentielle. Dr Ba, qui est également conseiller spécial du président de la République. Merci de l'avoir suivi. Dimanche prochain, sur le même plateau, à la même heure, 21h GMT, retrouvez Bagma Gabriel Konaté, cette fois-ci en langue nationale Bamanankan, pour décrypter ces 4 années de Ibrahim Boubacar Keïta à la magistrature suprême du pays. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci.